Parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour cette masterclass, toujours aussi bien accompagné de mon côté puisque je suis avec Angélique qui est face à moi mais qui a coupé son micro et également Jérôme. Bonjour Jérôme. Salut Brieux, content d'être là avec toi aujourd'hui. Et très content de t'accueillir. Je te propose de te présenter en attendant que tout le monde arrive. Et puis évidemment, si vous êtes ponctuel, même plus ponctuel que nous aujourd'hui, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. Ça nous permet de nous sentir moins seuls. Mais vas-y Jérôme, je te donne la parole. Ouais, merci Brieux. Écoute, moi je suis Jérôme Thomas, je travaille chez Cap Conseil. Cap Conseil, c'est un cabinet de conseil en stratégie durable. On accompagne les entreprises dans le travail sur leurs impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance au sein de leur stratégie de business, pour pouvoir faire le lien entre à la fois le fonctionnement des organisations et les enjeux systémiques et sociétaux auxquels on fait face, aussi bien aujourd'hui que demain, avec tout ce dont on va parler, des évolutions de risques de rupture de chaîne d'approvisionnement et de comment se projeter dans le monde d'aujourd'hui et de demain. On est implanté en Belgique. Salut les amis français. On a le plaisir de pouvoir travailler avec les outils développés par Circula. Et on y reviendra un petit peu plus tard, je pense. Yes, tout à fait. Et je vois les premiers messages qui nous viennent du chat. Donc, un grand merci à Virginie, Maxime, Alice, Christelle. C'est hyper sympa de votre part. Et bien, sachez quand on voit le chat, on a un petit décalage de pas mal de secondes. Donc, ne vous en faites pas si on répond pas tout de suite. Mais on prendra bien en compte vos interactions. On a même un bonjour de Tunis. Merci Wassim. Très cool de voir que vous êtes présent d'un petit peu partout. Je vous propose pour l'instant de ne pas commencer puisque les slides ne se sont pas affichés, mais on va y arriver, on peut commencer sans. Ça y est, il suffisait d'en parler et clac. On va commencer tranquillement. Donc, rappel de notre thème du jour, comment aider mes clients à anticiper leurs risques physiques. Donc l'idée évidemment, bien sûr, c'est que Jérôme, on puisse s'appuyer sur tes retours d'expérience, comme tu as commencé à te présenter, puis tu représenteras rapidement Cap Conseil juste après. Petite annonce personnelle, puisque depuis 3 semaines déjà, j'ai lancé une newsletter précisément sur ce sujet, pour aider les entreprises à anticiper leurs risques, notamment leurs risques physiques. Et donc, tout est disponible sur adaptable.fr, puisque effectivement, parler de résilience d'entreprise sur LinkedIn, c'est un petit peu, disons, original. Et voilà, histoire d'être un petit peu plus cohérent, on a fait en sorte de tenter l'aventure sur une autre plateforme. Restez bien effectivement jusqu'à la fin, puisque à la fin, il y aura des bonus. Et puis, évidemment, tous ceux et celles qui souhaitent avoir accès au replay, vous l'aurez à disposition à la fin. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à interagir sur le chat. Non seulement on va vous inviter à vous exprimer, à répondre à nos questions, et puis tout simplement donner vos feedbacks. Jérôme, lui, a la possibilité de le faire puisqu'il est avec nous en vidéo, mais n'hésitez pas aussi à profiter du chat pour interagir. On va commencer évidemment par vous donner nos retours d'expérience sur ce sujet des risques physiques, notamment en entreprise. Mais l'idée, c'est, comme je vous le disais, c'est aussi de s'appuyer sur le retour d'expérience de Cap Conseil. Est-ce que tu peux nous rappeler encore 2-3 mots peut-être sur Cap Conseil? Bien sûr, tu nous évoquais le fait que vous évoluez principalement en Belgique, mais j'en profite d'ailleurs pour passer le bonjour à Anne-Catherine, mais je te redonne la parole. Oui, merci Brieux. Mais donc, comme je disais, Cap Conseil, on est un cabinet de conseil en stratégie durable. On accompagne les entreprises à la fois au niveau de leur stratégie pour intégrer les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance dans leur stratégie. Mais on a vraiment la volonté de les amener dans des plans d'action concrets pour s'adapter à l'évolution du monde avec une vision extrêmement pragmatique et business pour cadrer avec leur réalité entrepreneuriale.
on est une équipe assez senior de consultants qui sommes toutes passées par des réalités entrepreneuriales. Donc, on a une réelle connaissance de ce que c'est gérer une boîte et ce qui, je pense, nous permet d'avoir une vision très pragmatique dans la manière d'envisager les choses. Voilà, d'une manière assez large. Alors, on fait aussi d'accompagnement reporting. La porte d'entrée CSRD en a été une grande les dernières années. Des ateliers plus stratégiques, celui-ci, mais aussi des thématiques d'économie circulaire, de biodiversité, de la formation en entreprise où on coach des responsables RSE. Donc, on essaye de pouvoir armer nos clients au mieux pour pouvoir appréhender ces enjeux de durabilité au sens large. Ouais. Merci Jérôme. J'en profite pour présenter Circulab pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas. Donc nous, on est un studio indépendant de projet dédié à l'économie circulaire depuis 2012. Notre credo, c'est faire mieux avec moins dans un monde incertain. Et évidemment, ça c'est quelques entreprises ou institutions qu'on accompagne. Mais ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est travailler justement sur ce monde incertain. Il y a des risques, on va pouvoir travailler dessus et vous montrer tout simplement ce qu'on fait chez Circulab. On a développé depuis 2014 une méthode qui s'appelle donc la méthode Circulab, qui a été traduite en 12 langues. Il faudrait que j'actualise les slides, et qui a été téléchargée plus de 50 000 fois, donc pas mal d'outils, et notamment le Circular Canvas, qui est un business model Canva dédié à tout ce qui est économie circulaire, avec vraiment une vision holistique des choses. Circulab, c'est aussi une communauté, la Circulab Community. J'en ai aperçu quelques-uns aujourd'hui présentes, donc je leur passe le bonjour. Et puis, tout simplement, pour faire un petit peu le lien avec tout ce qu'on a fait, comme je vous le disais, Circulab existe depuis 2012. On était même passé chez BFM pour parler d'économie circulaire et de biomimétisme. En gros, la promotion de l'économie circulaire, je peux vous assurer qu'on a pas mal donné, quoi. Et on a publié un livre avec Nicolas, qui était mon premier associé en 2015, qui a ensuite été publié en Chine et aux États-Unis. Mais il s'avère que, voilà, en fait, les entreprises, il faut être assez honnête, elles ne cherchent pas à devenir meilleures. Elles cherchent juste à grandir petit à petit, mais devenir meilleur, c'est pas un levier de transformation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et en fait, ce qu'on a fini par comprendre, c'est que pour déclencher l'action, en fait, il fallait jouer sur la peur de perdre. La peur de perdre, c'est peut-être pas forcément très enthousiasmant, mais c'est on ne peut plus facile pour déclencher la transformation. Et c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Et voilà pourquoi on parle de risque. Et donc, effectivement, quand on parle de la peur de perdre, on touche tout de suite le sujet de la pérennité de l'entreprise. Et ça nous intéresse beaucoup parce que finalement, il va falloir avoir des réflexions vraiment stratégiques sur le sujet. On n'est pas juste là pour changer les gobelets en carton par des mugs. C'est pas ça qui nous intéresse. On va vraiment au cœur du réacteur de l'entreprise en questionnant le business model et les choix stratégiques de l'entreprise. Et donc, finalement, ça, c'est une méthode qu'on a développée pendant le confinement en 2020 et qu'on a beaucoup améliorée, qu'on a fini seulement par commercialiser en 2023. Mais vous allez voir que le Business Resilience Game peut être un outil hyper puissant. Et puis, Jérôme vous donnera également son retour d'expérience. Pardon, excusez-moi. Donc, comment aider mes clients à anticiper leurs risques? Ça, c'est vraiment notre thème du jour. On se rend compte que la plupart du temps, les gens dans les entreprises sont de plus en plus percutés par les enjeux. Vous avez de plus en plus malheureusement d'événements météorologiques graves. Il suffit de regarder encore ce qui s'est passé à Marseille et à Toulon dimanche soir. Les tensions se multiplient, elles se rapprochent de plus en plus. Avant, c'était dans des pays du Sud, entre guillemets. L'année dernière, c'était à Valence. En fait, c'est de plus en plus dramatique, mais en plus, c'est de plus en plus proche de nous. Et toutes les prévisions le disent, en fait. Notre avenir sera très différent de notre passé. Mais on continue à faire comme si, finalement, on pouvait prolonger les courbes des fichiers Excel. Et donc, le problème, c'est que oui, on se rend compte de ces différentes problématiques, de ces risques, mais les équipes ne savent pas par où commencer puisque personne
aujourd'hui n'a été formé, en tout cas j'entends d'un point de vue académique, à faire mieux avec moins. Donc là, il va falloir vraiment, non seulement un changement, d'état d'esprit, mais aussi, un changement, d'outils, tout simplement pour, anticiper tout ça. Et surtout, ce qui est assez perturbant, c'est que les gens voient pas forcément les liens entre, leurs problématiques, vues, c'est-à-dire soit les choix enfin les impacts météorologiques ou des difficultés d'approvisionnement, qu'il peut y avoir dans certains secteurs et leur situation. Et ça, c'est très difficile parce qu'en fait, il faut avoir une vision assez holistique des choses, c'est-à-dire réussir à faire des liens entre des éléments, pour finalement comprendre véritablement toutes les conséquences potentielles pour soi, son activité, ses bâtiments, ses fournisseurs, potentiellement ses clients. Et ça demande, du temps. Et donc, un autre problème aussi qui arrive régulièrement, je pense que beaucoup pourront le confirmer, c'est que, c'est très difficile aussi d'impliquer les décisionnaires sur le sujet. On se rend compte aussi que, et ça je pense que Jérôme tu vas pouvoir nous le confirmer, c'est qu'il y a eu, en plus, la CSRD qui a disparu, mais, on se rend compte qu'en plus il y a la vague de l'IA, donc, on se rend compte que ces sujets de risques physiques, finalement ça passe un peu au second plan. Je ne sais pas ce qu'il en est, de ton côté, Jérôme. Est-ce que tu as des retours d'expérience sur ce sujet-là, sur le fait de se dire, bah voilà, c'est moins à la mode, de parler de ces thématiques, malheureusement? Donc, c'est probablement moins à la mode de manière générale, mais c'est vrai que dans les clients qu'on accompagne, c'est un enjeu qui est assez prégnant, surtout ceux qui sont plutôt dans un secteur industriel. Ils ont déjà été confrontés à des problèmes, ils ont déjà été confrontés à des ruptures de chaîne d'approvisionnement, à des difficultés énergétiques, à des variations de droits de douane, parce qu'on parle des risques physiques, mais c'est vrai que nous, on a tendance à aller un cran plus loin et à amener les risques et les enjeux principaux pour l'entreprise dans la réflexion et pas de se limiter spécifiquement aux risques physiques. Et je pense que on en reviendra après, mais une des grosses forces de cet outil, c'est qu'on peut vraiment s'adapter à ce que l'entreprise connaît ou aux probabilités les plus grandes de ce qu'elle va connaître demain. Donc, Oui, tout à fait. oui, on en parle moins. C'est clair que aujourd'hui, la durabilité, c'est pas le sujet numéro un. On est meilleur en termes d'armement, je veux dire, si on suit un peu la presse. Mais par contre, ça devient très concret pour beaucoup de monde aussi. Tout à fait. Et souvent, je ne sais pas ce qu'il en est aussi, de ton côté, Jérôme, mais les gens nous disent: «Ah oui, on pourrait, par exemple, réduire notre consommation d'eau ou, mettre des panneaux solaires et cetera». Mais en fait, c'est pas forcément des mauvaises idées, mais c'est pas toujours adapté, par rapport, à leurs problématiques et aux risques auxquels ils devront faire face. Et ça, c'est un peu, bizarre d'avoir cette déconnexion, totale, entre les éléments aussi. Ouais, c'est clair, c'est ça la différence entre avoir de la bonne volonté de se dire on va faire quelque chose, mais par où commencer et qu'est-ce qui aura le plus d'impact à la fois maintenant pour diminuer les impacts de l'entreprise, mais aussi pour assurer la résilience et la pérennité des activités, où c'est une manière différente d'appréhender les choses et de réfléchir. Et c'est clair que c'est là tout l'enjeu, c'est de se dire on ne va pas faire juste une diminution de l'impact de l'entreprise aujourd'hui, c'est on va les amener à réfléchir à comment être plus fort demain et pouvoir être toujours là dans 5, 10 ou 20 ans. Ouais, complètement. Et puis en plus, le problème, c'est que ces idées sont pas souvent très impactantes. Parfois, il y a une vraie déconnexion entre les enjeux, l'échelle des problèmes et les premières idées qui sont générées. Et puis, bah, les idées, viennent, mais souvent l'élan retombe parce qu'on l'a évoqué, les décisionnaires sont pas forcément, mis dans la boucle et bah, ça peut aussi, casser des dynamiques, ou tout simplement arrêter cette prise en compte, des enjeux. Et donc finalement, bah, on se rend compte que, bah, comme beaucoup, vous parvenez pas à sortir, de leurs contraintes du quotidien. C'est-à-dire, bon, bah, voilà, nous on a des objectifs au trimestre, au semestre, il faut qu'on les atteigne et voilà, donc on va pas commencer à s'occuper, de trucs un petit peu sur le côté. Il va falloir remettre bien les choses en face, histoire qu'ils comprennent, les véritables enjeux. Et puis, ce qui est assez perturbant, c'est que quand on accompagne un client, bah, on ne sait pas comment vraiment les amener à l'étape suivante. OK, potentiellement on les a sensibilisés, potentiellement on leur a fait comprendre pendant un rendez-vous qu'il y a tel ou tel sujet qui allait être, très impactant sur leur activité, mais comment on les amène à vraiment le prendre en compte? Et ça, c'est encore une autre étape. Et puis en plus, évidemment, comme on a un espace médiatique qui est, on va dire, des plus objectifs et des plus,
des plus positifs, on va dire, sur ce sujet. On a quand même pas mal d'objections négationnistes, etc. Donc, on est toujours en train de faire face à cette culture du doute qui est toujours rappelée, etc. Une étude scientifique qui débarque à droite à gauche et qui dit, bon, en fait, continuez, il n'y a pas de problème. Donc, il va falloir faire en sorte de gérer ça différemment. Alors, j'ai bien vu la remarque de Laurence. Je veux bien tester un autre micro. Je vais voir si c'est mieux. Mais Jérôme, éventuellement, si tu veux peut-être nous faire part de ces fameux négationnistes auxquels tu peux peut-être avoir à faire face en Belgique. Oui, mais ça arrive évidemment aussi qu'on soit confronté à certaines personnes en face de nous qui vont dire bah non, moi, les évolutions, que ce soit les évolutions de climat ou ces transformations, bah, moi, j'y crois pas. Moi, ça m'est arrivé déjà dans la pratique d'avoir des messages qui me disent franchement, on perd notre temps parce que c'est pas quelque chose qui va arriver. De toute façon, bah, franchement, continuons comme on fonctionne. C'est assez déconcertant, vous vous en doutez. Je pense comme beaucoup d'entre vous. Moi, je suis convaincu qu'il faut changer les choses et que le monde évolue et doit évoluer. Donc, bah, il faut retomber sur ses pattes d'une certaine manière dans ces moments-là. Et dans le tout est d'arriver à rester en lien avec les personnes qu'on a en face de nous et de pouvoir retrouver un terrain d'entente qui permet d'avoir un dialogue commun et une façon de pouvoir avancer main dans la main vers un projet pérenne pour l'entreprise. Je vois que Brieux se reconnecte. On espère que le micro va mieux fonctionner. Oui, j'ose espérer. Est-ce que... Là, on t'entend de loin, Brieux. Je change le micro. Laissez-moi une seconde. Je vais trouver comment on fait. Si éventuellement Jérôme a quelque chose d'autre à nous ajouter. Les aléas du direct. Ton micro est coupé. Brieux va nous rejoindre dans quelques secondes. C'est en effet les aléas du direct. N'hésitez pas peut-être dans le chat à nous partager voilà, vos retours. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui voilà, sont dans la même position que nous, dans le sens où ils font à peu près voilà, le même métier. Et donc on s'adresse voilà, aux entreprises, quelles qu'elles soient, petites ou grandes. N'hésitez pas donc à écrire dans le chat et puis on pourra en discuter aussi voilà, quand Brieux va revenir officiellement. C'est bon, je suis là. Désolé pour ce petit souci. J'espère qu'en termes de son, c'est mieux. Magnifique. Parfait. Bon, bah, nickel. Et puis surtout, dernier sujet, je pense qu'on peut continuer, on peut reprendre. Vous n'avez pas toujours accès aux personnes qui décident. Et ça, manque de bol, ça conditionne tout. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il va falloir... Merci Katia. Il va falloir vraiment travailler. Et en fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que on se rend compte que plus on va les impliquer, plus on va leur faire comprendre à ces fameux décisionnaires que ça devient une vraie problématique stratégique et pas juste un sujet RSE ou bonus, que là, en fait, ça devient beaucoup plus intéressant, quoi. En tout cas, Olivier, tu nous confirmes effectivement, tu es complètement concerné par les difficultés exprimées et effectivement, réembarquer les décisionnaires, on est d'accord, c'est complètement le sujet. Alors justement, est-ce que vous avez des premières idées pour sortir de ces écueils, faire en sorte que on arrive à impliquer les décisionnaires, on arrive à leur faire comprendre tout ça. N'hésitez pas à nous les partager dans le chat. On va rebondir sur vos réponses. Moi, à titre perso, comme ça, je commande pendant qu'on question. Une chose qu'on remarque, c'est qu'il y a une différence entre parler de durabilité, d'impact social et environnemental et d'amener la question par les risques. Ou quand on parle vraiment des risques, on a une attention qui est très différente de la part des décisionnaires, spécifiquement quand on va parler à des responsables financiers, ce genre de choses-là. Tant qu'on parle de durabilité, souvent, on est un peu flagué de ça va être des coûts complémentaires, on vient nous embêter dans notre réalité opérationnelle. Mais quand on arrive en disant, attends, là, fais gaffe, franchement,
ta boîte elle risque d'une diminution de l'activité énorme si ceci ou ceci se passe. Bah là, on a une attention qui est quand même un petit peu plus grande. Hein. C'est clair que c'est, enfin même beaucoup plus grande. On va dire qu'on est, Ouais, c'est voilà, clair. on amène le sujet de manière un peu plus concrète. Tu passes plus pour un écolo bobo intégriste, quoi. Voilà. Et Mais j'avais mis une chemise aussi, tu vois, cette fois-là, ça faisait plus sérieux. voilà, ça c'est le tips. Christelle nous dit qu'effectivement, il faut mettre en situation un risque lié à l'activité de l'entreprise. Anne-Laure nous dit que souvent les managers sont impliqués, ont envie d'avancer, mais que lorsqu'ils apportent le sujet en codir, le sujet n'est pas pris comme prioritaire. Effectivement, c'est pour ça que nous, on aura tendance à dire, bah voilà, faut changer d'angle, faut arrêter de vouloir promouvoir ces sujets de façon positive, etc. Il va falloir qu'on parle le même langage que les décideurs, c'est-à-dire, ok, vous voulez parler que sur votre PNL, on va parler sur votre PNL, et ben on va voir tout simplement ce que ça veut dire quand on va parler de tel ou tel risque, de façon à ce que vous compreniez de quoi on veut parler. On va y revenir évidemment. Passer au sur-mesure d'une entreprise à l'autre, on sait que les risques ne seront pas les mêmes. Et ça, c'est très important d'avoir cette approche vraiment adaptée à l'entreprise. Deux entreprises voisines, si elles sont pas sur le même secteur d'activité, si elles n'ont pas des clients ou fournisseurs dans une même zone, en fait, elles n'ont pas du tout les mêmes risques. Donc c'est ça qui est un petit peu perturbant avec l'approche de risque, c'est qu'on ne peut pas avoir une approche standard. Mais c'est ce qui permet vraiment d'aller plus loin. On va y revenir également. Et puis surtout faire changer d'état d'esprit, hein, faire mieux avec moins. Dans un monde incertain, ça veut dire qu'il va falloir changer nos grilles de lecture des situations, nos grilles de décision. Et ça, c'est très important. Et là aussi, ça va nécessiter une autre approche en équipe. Effectivement, Benoît, tu fais bien d'évoquer le risque réglementaire est souvent le plus simple à faire passer, parce qu'effectivement, c'est celui dont tout le monde a entendu parler, etc. Mais il va falloir aussi décupler un petit peu cette vision. Et donc, quel angle d'approche, selon vous, vous apparaîtrait le plus approprié? Bon, alors je me permets de répondre parce que en fait, je vais donner la réponse juste avant. C'est évidemment l'angle économique. Hein, encore une fois, il faut parler aux décideurs avec leur langage et donc voir tout simplement quels vont être les impacts sur ses coûts, sur ses revenus, sur tout simplement les revenus actuels, mais aussi à venir. Parce que, effectivement, si impacté là-dessus, là, ils vont vous écouter. Là, il va y avoir une écoute vraiment attentive et donc on va pouvoir leur parler et leur faire comprendre pour eux qu'est-ce que ça veut dire tel ou tel risque. Et donc, trouver les impacts économiques des risques sur leurs activités, bah, ça change tout. Et donc, il va falloir à chaque fois, en fonction de l'activité de votre client, trouver finalement les risques physiques qui vont être les plus impactants. Je n'ai pas dit qu'ils avaient tous des risques physiques, mais évidemment, dans un monde aussi complexe et imbriqué, il est très peu probable qu'une entreprise n'ait pas de risques météorologiques, ressources, eau, énergie, et j'en passe, et biodiversité. Enfin, je ne pense pas que ça existe en tout cas. Et que de toute façon, gardez bien en tête que qu'on le veuille ou non, les décideurs ne décident qu'en fonction de ce sujet économique. Ils ont des objectifs quanti trimestre à l'année, bref, ils sont évalués là-dessus, donc voilà, il y a rien de nouveau. Et donc, on touche directement à leurs intérêts, c'est pour ça qu'on arrive à avoir leur oreille. Bref, voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette première partie. On va passer à la deuxième. Selon vous, pourquoi il faut faire du sur-mesure? Éventuellement, Jérôme, si tu veux là aussi donner on a déjà un petit peu parlé, mais clairement, faire du sur-mesure, c'est la manière de s'adapter à la réalité de l'entreprise. Tu as dit, chaque entreprise est différente, deux voisins sont différents, deux secteurs d'activité, deux entreprises qui font la même chose au même endroit sont différentes. Et si on veut avoir l'attention et qu'on veut pouvoir déclencher vraiment des idées d'action, il faut qu'on utilise et la sémantique de l'entreprise et de la réalité opérationnelle. C'est pour ça que clairement, aller
il y a un gros travail à faire en amont avant l'animation d'atelier, c'est de se dire de vraiment aller comprendre dans le fond qui parle avec qui, quels sont les échanges, ce à quoi chacun a été confronté, et de rentrer dans la culture d'entreprise, même d'une certaine manière. Parce que si on présente des questions dans la culture de l'entreprise, et ça peut parfois sembler du jargon, mais c'est important sur la manière dont on appelle une usine par une abréviation. Et en plus, en France, vous êtes encore plus fort que nous pour faire des abréviations. mais c'est super important si on veut vraiment qu'il y ait de l'appropriation des questionnements par les personnes qu'on a en face de nous. Ouais, complètement. Et qu'est-ce que j'allais dire? En fait, tu l'as bien dit, hein, et comme le dit Gaël d'ailleurs dans le chat, les risques sont à la fois très liés au territoire et au secteur d'activité. Je pense que c'est très important de bien garder en tête qu'il y a vraiment une variété de paramètres qui vont faire qu'en fait, on est obligé de s'adapter à ça. Et effectivement, donc chaque entreprise a des dépendances propres et des risques différents parce que en fonction de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et en fait, une fois qu'il y a cette prise de conscience des risques, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et donc, encore faut-il effectivement bien les identifier. Et donc, quand on parle de risques, sur quel prisme peuvent peser ces risques? Sur quel prisme de l'entreprise? C'est-à-dire sur quelle partie de l'entreprise il va falloir qu'on fasse attention de façon à ce que on puisse avoir une approche fine de l'identification des risques. Je pense que c'est bon, je t'entends bien. Est-ce que Katia, là c'est mieux? Ok, de toute façon ça doit être mieux du son. En tout cas pareil, si vous avez des prismes de l'entreprise sur lesquels il faut s'attarder pour identifier ces fameux risques, n'hésitez pas à nous les partager dans le chat. Alors, petite précision en attendant vos réponses, si Jérôme est là aujourd'hui, c'est non seulement parce qu'il est animateur du Business Resilience, mais c'est surtout que tu as, comment dirais-je, été formé en février. J'étais venu à Bruxelles vous former toute la belle équipe à Bruxelles. Donc, ce qui est cool, c'est que tu vas aussi pouvoir nous donner ton retour d'expérience sur toutes ces animations. Je vous propose de passer. Je suis désolé pour les problèmes de son. Je sais pas trop comment faire. Je ne peux pas faire mieux que de changer de micro. Peut-être enlever ma caméra, je sais pas. Mais malheureusement, je suis sans solution. Vous avez le même problème quand Jérôme parle. Donc en fait, effectivement, voilà, j'espère que l'enregistrement sera de meilleure qualité. En tout cas, je suis désolé pour les soucis techniques. On verra comment faire mieux la prochaine fois. Donc, il y a des prismes qu'il faut vraiment regarder. C'est tout ce qui est chaîne de valeur, tout ce qui vient avant l'entreprise et tout ce qui va venir après l'entreprise. C'est notamment l'exemple de Suntory, le fabricant d'Orangina Oasis, qui s'est rendu compte que la monoculture au Brésil avec plein de pesticides et le réchauffement climatique, ça devenait compliqué. Et donc, le prix de la tonne d'orange à jus a bondi. Et donc, se retrouve dans l'obligation, finalement, de demander à ses clients distributeurs d'acheter plus cher. Et donc ça c'est quand même assez costaud. Donc ça peut marcher à un moment donné, mais ça ne pourra peut-être pas marcher sur le long terme. Ensuite, deuxième prisme très important, c'est tout ce qui est lié au business model. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est de regarder finalement comment l'entreprise crée de la valeur. Est-ce que avec les risques à venir, ces tendances-là, cette façon de créer de la valeur sera toujours la même. Et ça, c'est assez important, effectivement, de pouvoir anticiper tout ça. Hein. On pense notamment aux assurances qui se rendent compte que, en fait, leur business model est complètement réinventé. Et puis, en fait,
qui parfois, en fait, considèrent que ce n'est plus rentable et ce n'est plus possible. Regardez aussi le prisme fournisseur. Ok, est-ce qu'on a suffisamment de fournisseurs? Est-ce que notre fournisseur est suffisamment robuste pour tenir, surtout si on est particulièrement dépendant de ce fournisseur-là, hein, l'exemple de Porsche pendant l'été 2023 ou 2024, pardon, je sais plus, 2024, oui, qui en fait dépendait principalement d'un fournisseur basé sur le Rhône en Suisse et qui en fait s'est vu avec des précipitations hyper fortes, si bien qu'il y a eu jusqu'à 2 mètres d'eau dans l'entreprise, et donc pendant 2 à 3 mois, l'entreprise n'a pas pu fournir Porsche et à peu près tout s'est retrouvé à décaler à la fabrication de 10 000 véhicules. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des risques qu'il va falloir anticiper et qui sont particulièrement importants. Ensuite, les bâtiments, évidemment, hein, là aussi, quand on parle de précipitations fortes, de risques physiques, on l'a vu encore récemment du côté de Redon en janvier-février, où en fait, quand on construit des zones commerciales dans des zones inondables, oui, finalement, ça finit par être inondé. Donc sur des zones commerciales qui ont des marges à l'année qui sont de l'ordre de 3 à 5%, vous imaginez bien que pas de commercialisation pendant 2 à 3 semaines, en fait, ça fait des zones commerciales qui ne sont plus rentables. Donc là aussi, ça va devenir très sérieux. Ensuite, les conditions de travail, on a tendance à l'oublier, mais tout ce qui est lié à la chaleur, ça peut être assez pénalisant, que ce soit pour une activité dans le bâtiment ou dans l'agroalimentaire. On voit ici dans le Champagne, où malheureusement 4 personnes étaient décédées parce que en fait, elles travaillaient sur des journées où il faisait particulièrement chaud et humide, et malheureusement d'un point de vue santé, c'est très difficile d'avoir des activités physiques dures comme ça, dans ces conditions-là. Et voilà. Et donc là, une fois qu'on a pris ces prismes-là, il va falloir faire le lien avec tous les types de risques qu'on peut avoir. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de bien identifier bien l'entreprise. Éventuellement, toi, Jérôme, en Belgique, est-ce que tu as des risques un petit peu plus privilégiés ou entre guillemets auxquels tu vas faire plus attention? On a eu, il y a quelques années, des énormes inondations en Belgique qui ont vraiment ravagé toute une vallée, la vallée de la Vesdre, où beaucoup d'habitations, évidemment, mais aussi d'industries et d'entreprises ont été ravagées sous l'eau et les boues. Ça, c'est du coup une thématique qui parle à beaucoup de monde ici. Ça me fait aussi penser ta présentation au côté un peu prospectif d'études officielles. On a eu ça, nous, chez un de nos clients, il y avait la région Wallonne, mais donc ça doit être le cas, je sais vous, au niveau département ou des régions, je ne sais pas qui va faire ça, qui a fait des études prospectives sur les évolutions climatiques à chacun des endroits, qui pointaient les lieux avec des risques de sécheresse, le niveau des nappes phréatiques, l'augmentation de la chaleur. Et tout ça sont des choses qui permettent d'être extrêmement concrets quand on va parler à des clients pour dire, tiens, vous avez vu que selon l'étude de l'ADEME, de chez nous, de la région, votre zone, elle est en zone de stress hydrique, alors que vous avez besoin de pomper plein d'eau dans les nappes phréatiques, par exemple. Et ça permet, encore une fois, d'avoir des choses extrêmement concrètes et tangibles sur base d'informations officielles. Ouais, surtout qu'il y a des secteurs d'activité qui aujourd'hui consomment de l'eau de façon quasi naturelle, enfin je veux dire instinctive, mais sans véritablement anticiper le fait que l'eau sera peut-être plus chère ou de moins bonne qualité ou tout simplement sans accès. Donc effectivement, c'est un très bon exemple que tu mentionnes. Donc nous, évidemment, dans les types de risques sur lesquels on va revenir, je les ai un petit peu évoqués tout à l'heure, mais c'est tout ce qui va être lié au climat, à l'eau, à la biodiversité, aux ressources. On peut aller plus loin sur tout ce qui est énergie, évidemment, mais déjà ça devient très concret. C'est-à-dire que en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui en fait ne se rendent pas compte de leur dépendance. On l'a bien vu malheureusement pendant le blackout en Espagne au printemps, 30 heures sans électricité, c'est juste hallucinant. Donc comment on fait si on a besoin d'électricité pour conserver
des denrées alimentaires, si on continue sur l'exemple de l'agroalimentaire, ça c'est gravissime en fait. Donc il va falloir vraiment intégrer cette dimension-là. Et en fait, effectivement, les gens comprennent qu'une fois que les risques auxquels ils sont soumis, une fois qu'ils arrivent à les comprendre, en fait, ils comprennent qu'ils sont dans une zone de courant, on va dire, très dangereuse et qu'il va falloir vraiment travailler ça au mieux, quoi. Et donc, comment changer l'état d'esprit? En fait, c'est ça qui va nous intéresser, c'est qu'une fois fait, on va devoir avoir des réflexes un petit peu différents pour pouvoir les gérer au mieux. En fait, comment on évalue la performance d'une entreprise au XXe siècle? C'est assez simple, hein, on était toujours sur la performance économique. Et comment finalement on devrait l'évaluer aujourd'hui? Il va falloir intégrer, comme on est dans une dimension systémique, il va falloir intégrer cette diversité de critères. Et donc l'idée pour nous, c'est de dire, ok, faisons en sorte d'intégrer la performance économique, mais également les impacts écosystémiques. Comment mon entreprise évolue vis-à-vis de mon territoire, des écosystèmes vivants? Est-ce que je la détruis? Est-ce que, au contraire, je fais en sorte d'avoir des impacts positifs? Et ça, c'est très important. Et puis, évidemment, cet aspect résilience, robustesse, est-ce que mon entreprise a cette capacité à faire face aux chocs qui vont évidemment arriver la plupart du temps? Et donc, finalement, comment améliorer cette robustesse selon vous? C'est ça qui nous intéresse, c'est qu'il y a sur les différents prismes que l'on a vu juste avant, c'est-à-dire la chaîne de valeur, le business model, les bâtiments, etc. Prioriser les besoins, parce qu'évidemment, il y a des choses qui vont s'avérer plus prioritaires que d'autres. Et ça, c'est assez important de voir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, tout de suite. Et enfin, établir le plan d'action. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on se rend compte que pendant longtemps, on a fait en sorte d'innover pour croître, pour être plus performant, mais on va maintenant être obligé d'innover pour finalement améliorer sa pérennité. Et finalement, cette recherche de robustesse, cette recherche de résilience, ça va être un véritable levier d'innovation, de transformation, mais très pertinent en fait, où on va faire attention aux ressources qu'on utilise, aux coûts qu'on a, aux revenus que ça peut amener, mais en fait on va avoir une approche vraiment différente des éléments. Est-ce que tout ce qu'on a évoqué avec Jérôme aujourd'hui, ça vous donne des idées, ça vous donne un éclairage différent par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer parfois avec des prospects, des clients? N'hésitez pas à nous en parler dans le chat. Est-ce que il y a des questions entre-temps, Angélique, auxquelles on n'aurait pas répondu et auxquelles on peut répondre en attendant les réponses dans le chat? Pas le Wi-Fi. Ok, je note bien pour parler des améliorations pour le Wi-Fi. Ça a créé beaucoup de soutien. Voilà, Maxime le souligne. Problème de Wi-Fi, effectivement. J'entends. Ça fait partie des enjeux de dépendance, hein, Brieux. Oui, j'en suis conscient. Je pensais qu'on aurait une meilleure solution, mais je vais travailler sur mes dépendances rapidement. Et alors, on a toujours ce décalage avec le chat, mais en attendant, ce que je vous propose, c'est peut-être vous donner un exemple de ce qu'on a fait. Donc ça, c'était en 2024. J'ai eu la gérante d'un cabinet d'expertise comptable, de comptabilité qui avait découvert le business Resilience Game en fin d'année 2023 et qui m'a dit je veux le refaire avec mon COMEX parce que en fait ça m'intéresse tous ces sujets, ça va être une façon d'impliquer les différentes parties prenantes de l'entreprise. C'est une entreprise qui fait quand même 700 personnes en région Normandie et en fait ça m'intéresse justement pouvoir les impliquer sur ces sujets-là. Donc on a fait un business resilience game sur leur problématique et en fait ce qui est assez déroutant, c'est qu'ils ont joué pendant 2 heures et après on avait prévu un module de formation sur finalement comment coopérer, comment s'améliorer sur ces sujets. Puis finalement, ils m'ont dit non, en fait, on veut débriefer là, de tout ce qu'on a vécu pendant le jeu.
pour pouvoir avancer là-dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les leviers qu'on donne dans le jeu, ils ont réutilisés pour réinterpréter leurs différentes décisions des 2-3 dernières années. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis ils m'ont dit par la suite, nous, on veut se faire former, et puis on veut le faire avec notre comité stratégique un petit peu élargi, avec, comment dirais-je, des clients, des représentants des clients, nos représentants syndicaux, etc. Et donc là, auprès d'une petite trentaine de personnes, donc là vous avez une des tables des participants, de façon à aussi pouvoir impliquer leurs parties prenantes sur ces sujets de résilience. Et puis finalement ils se sont dit, bon, on va aller encore plus loin, et maintenant on va le faire avec toutes nos équipes. Et donc ils ont fait plusieurs sessions avec plusieurs dizaines de personnes à chaque fois, de façon à ce que cette dimension stratégique elle soit pleinement partagée par toutes les équipes, et que toutes les bonnes idées remontent de leurs salariés. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que maintenant en plus ils utilisent l'outil auprès de leurs clients, et donc il y a vraiment cette prise en compte, le fait de bien comprendre tous ces aspects qui est beaucoup plus puissant. Notamment, Jérôme, tu veux nous partager aussi le cas que vous avez mené récemment? Oui, on en a eu plusieurs, donc plutôt dans les entreprises de plus grande taille. On a fait ça avec des installateurs de cuisine. C'est 700 personnes à peu près qui travaillent chez eux pour le moment. Donc là, on a vraiment pas mal travaillé avec le comité de direction. Donc à chaque fois, on a réussi à avoir autour de nous, de la table, le comité de direction de sa quasi-intégralité, que ce soit chez ce client-là et chez un autre qui est vraiment dans l'industrie savonnerie, oléochimie. Et ce que moi j'ai remarqué, c'était à la fois que, dans le détail après du Business Resilience Game, c'est une manière de mettre tout le monde autour de la table et d'engager la discussion d'une façon extrêmement puissante. Et donc, ne pas rester juste sur un brainstorming superficiel, mais de rentrer dans une forme d'implication, comme quand on joue à n'importe quel jeu, on veut gagner, d'une certaine manière. Ce que j'ai vraiment retenu aussi, c'est que c'était un moment d'échange d'informations entre toutes ces personnes qui souvent se réunissent toutes les semaines autour de certaines thématiques, mais là c'était on amène des questions fondamentales pour la pérennité de l'entreprise et s'enchaînent parfois des ping-pong, d'échanges où chacun va expliquer certaines réalités opérationnelles au niveau de la gestion opérationnelle. Et donc c'est aussi un moment extrêmement précieux de mise à niveau entre les différents services de l'entreprise, pour pouvoir se dire, OK, mais là maintenant, sur base de ça, comment est-ce qu'on avance? Donc ça, c'est je pense, une des choses les plus puissantes qu'on a eues. Et surtout, en fin d'atelier, il y a une réelle conscientisation et une volonté de passer à l'action et de dire, OK, mais là maintenant, on y va parce que, en fait, on n'a pas le choix. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est que pendant l'atelier, ils génèrent des idées, tu notes toutes les idées, et puis après, le plan d'action vient tout seul. C'est ça. Il faut juste le prioriser. Par quoi on commence? Quels sont les quick wins? Qu'est-ce qui doit prendre un petit peu plus de temps en fonction de la réalité? Comment on intègre ça dans les plans d'action et les plans stratégiques de l'entreprise qui existent déjà? Parce que tout l'enjeu, c'est de se dire, si on a un plan spécial de résilience avec le plan stratégique général de l'entreprise, c'est plus difficile que ce soit porté. Et donc, le tout, c'est de se dire, comment est-ce qu'on fait pour intégrer les deux dans une vision commune? Oui, tout à fait. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment de vous présenter le jeu comme un levier de transformation. On n'est pas sur un jeu standard, c'est vraiment un jeu qu'on va adapter à chacun des contextes avec 3 étapes. Identification des vulnérabilités, des risques de l'entreprise. On prend ces risques qu'on a identifiés pour adapter le jeu, faire un jeu sur mesure avec des éléments sur mesure, des questions stratégiques sur mesure, comme tu l'évoquais à l'instant, Jérôme, de façon à pouvoir, après le jeu, faire cette rédaction de plan d'action. Et ce qui est assez intéressant dans cette époque, c'est que quand tout le monde parle d'IA, parle d'optimisation, d'automatisation dans tous les sens, on se rend compte que en fait, le simple fait de faire parler les gens, non seulement ça les aligne, mais ça permet de recréer de la coopération. Je ne sais pas si tu l'as ressenti ça également, Jérôme. Oui, clairement, par ces échanges d'informations et cette mise à niveau, c'est de se dire, OK, on est tous dans le même projet, d'une certaine manière. Et
la réalité des financiers, celle des achats, celle des opérations, en fait, c'est la même parce qu'il faut que tout tourne main dans la main si on veut que la boîte elle puisse continuer. Et le côté sur-mesure, il est vraiment fondamental ici, parce que je parlais tout à l'heure d'avoir la sémantique et le jargon de la boîte. Mais si on veut pouvoir créer les lieux de coopération entre les personnes qu'on a autour de la table, il faut que ce soit leur langage qui est utilisé. Et ça, c'est vraiment fondamental. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vois une question de Gaël. Est-ce que vous intégrez les risques géopolitiques, eux-mêmes sous-tendus par la course aux ressources? Et effectivement, alors ça, c'est une très bonne question. Et évidemment, ça fait partie des éléments perturbateurs possibles pendant le jeu. Et puis, surtout pendant l'identification des risques, dans la phase qui vient avant la phase de jeu. Effectivement, ça fait partie des choses qu'on va considérer, tout à fait. Moi, peut-être, on amène parfois aussi on ne se limite pas au risque physique. On amène aussi d'autres enjeux opérationnels. Et moi, j'aime beaucoup prendre le temps en amont avec des gens de l'entreprise pour se dire, OK, il y a tous les risques physiques et ça, c'est assez clair. Mais c'est quoi vos gros enjeux opérationnels et vos grosses difficultés aujourd'hui? Et ça permet aussi de pouvoir amener certains questionnements plus RH, des difficultés de recrutement, de compétences à garder dans l'entreprise, toute une série de choses sur lesquelles on peut les amener. Et on parlait tout à l'heure de IA et de cyberattaque. Ça peut aussi être abordé parmi tout le reste, d'une certaine manière. Et donc, c'est vraiment de se dire quels sont les plus gros enjeux pour l'entreprise à l'heure actuelle et d'aller pousser les personnes qu'on a autour de la table dans leur retranchement sur base de ça. Oui, tout à fait. Je me permets de répondre à la question de Laurence. Effectivement, lorsque vous parlez ici d'impact, s'agit-il uniquement de l'impact des risques écosystémiques sur l'activité de l'entreprise ou également de l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'écosystème? Alors, effectivement, ce sera à première vue plus la première partie qui va nous intéresser, mais in fine, au fur et à mesure des discussions, on va également prendre aussi l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'écosystème, parce que finalement, c'est dans une dynamique de rétroaction, donc ça finit toujours par arriver, mais effectivement, c'est tout à fait l'idée. Dis-moi. De Chantal, ce jeu est inclus dans une presta de conseil étape 1, ou peut être proposé et facturé seul, juste en mode prospection pour faire peur sur le budget. Pas faire peur, c'est ça. Ouais. Sur le temps d'un package d'accompagnement. Ça peut être animé en inter-entreprise et puis en intra. Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, sur la toute dernière, effectivement, on va y revenir, mais le business resilience peut être animé aussi bien en intra qu'en inter-entreprise. Ça, c'est un premier aspect. Et ensuite, on va peut-être revenir avec le retour d'expérience de Jérôme sur la première question. Je finis juste de présenter Business Resilience Game. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui est vraiment pour les entreprises et que vous allez être en mesure d'animer vous, parce qu'en fait, il y a une formation d'une journée et demie pour pouvoir y arriver. D'ailleurs, je vois que il y a Maxime et Emmanuel qui étaient là à la formation de la semaine dernière. Donc, vous pourrez aussi partager votre retour d'expérience dans le chat. Mais ce qui va m'intéresser aussi, c'est de partager un autre cas client. Là, on était sur une entreprise de l'agroalimentaire dans le sud de la France. Et là, on avait une gérante qui était plutôt consciente, elle, des enjeux de résilience, etc., mais qui avait besoin de sensibiliser son équipe. Et en fait, il y a eu 2 sessions. Donc, la première, d'identification des risques, puis une deuxième session avec, comment dirais-je, le business resilience game et la rédaction du plan d'action. Ça s'est hyper bien passé. Je pense notamment à un des participants qui était arrivé direct à la première session qui m'a dit, moi, j'aime pas les réunions. Je fais, ok, ça va bien se passer. Et à la fin des 2 sessions, il m'a remercié et surtout, quelques mois après avoir fait cette deuxième session où on avait rédigé le plan d'action, la cliente m'a dit, voilà, on a fait plus des 3/4 des actions qu'on avait rédigées dans le plan d'action en 4 mois. Et donc ça, c'était assez génial. Et en plus, elle avait vu encore d'autres marges de progression possibles au fur et à mesure des événements. Par exemple, malheureusement, il y avait un des responsables qualité qui avait été, un responsable production, pardon, qui était malade. Et puis en fait, on s'était rendu compte que sa façon de manager était un petit peu trop présente et qu'il fallait plus responsabiliser les membres de son équipe. Et donc, ça a eu aussi des impacts sur ces aspects-là, dire, voilà, on a encore des marges de progression là-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est une vraie dynamique qui s'enclenche une fois que le business est lancé. Donc là, vous voyez la matrice de risque et puis la fameuse deuxième session avec le business resilience game. Et puis le fameux plan d'action. Mais en
tout cas, ce que vous permet Business Resilience Game, c'est vraiment d'avoir une approche percutante et adaptée à votre interlocuteur, vos interlocutrices. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on agisse au plus vite. Cette question de l'adaptation, cette question d'anticipation des risques, malheureusement, elle passe à la trappe. Malheureusement, on est dans une société où c'est pas le sujet, alors qu'en fait, on ferait bien mieux d'investir sur ces sujets plutôt d'essayer de réparer par la suite. Non, le plus on va faire en sorte d'être capable d'affronter ces événements, le mieux ce sera. Et puis, ça va vous permettre de connaître le contexte de l'entreprise. Et quand vous connaissez le contexte de l'entreprise, vous allez non seulement pouvoir mieux l'accompagner avec ce Business Resilience Game, mais surtout être plus en mesure d'avoir des conseils, des prestations qui soient pertinentes pour la suite, parce que vous avez compris le contexte, et donc vous êtes en mesure de voir leurs différents besoins au fur et à mesure du temps. Et comment reproduire ce type de cas, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, il y a une formation d'une journée et demie pour acquérir la méthode. D'ailleurs, peut-être Jérôme, tu peux nous donner ton retour d'expérience sur la formation, puisque toi, tu l'avais suivi en février dernier. Voilà. C'était quoi ton retour sur cette formation d'une journée et demie? Écoute, déjà, c'était un plaisir de te rencontrer à cette occasion-là, parce qu'on ne savait pas avant. Donc, on avait un chouette groupe, on était quoi, 8 peut-être, 10 autour de la table. C'était un jour et demi intense, mais qui permet vraiment de brosser un petit peu toutes les différentes facettes qui nécessitent d'être comprises et d'être maîtrisées pour pouvoir animer le jeu par la suite. Je ne te cache pas qu'en sortie d'animation, on est toujours un peu stressé la première fois qu'on doit le porter, mais en fait, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance parce que le tour est assez fluide et même si on se plante sur certaines choses, c'est pas très très grave en termes de règles du jeu. La formation en tant que telle, c'était aussi l'occasion de rencontrer pas mal de personnes qui sont mobilisées autour de ces enjeux dans l'endroit où on est. Nous, c'était surtout sur la Belgique francophone. Et ça, c'était un plaisir aussi de pouvoir échanger avec d'autres personnes pendant ces moments-là, d'autant plus qu'on a pu avoir un peu de moments informels. On a mangé un bout le soir ensemble, ce qui était aussi très, très chouette, où d'autres personnes de la communauté circulaire s'étaient joints à nous. Donc ça permet aussi de grandir le réseau. La démo, à la fin du premier jour, vous étiez tout de suite projeté en tant qu'animateur, animatrice. Ouais, plongé dans le bain en direct avec toutes des personnes qui avaient été invitées pour qu'on puisse tester grandeur nature le jeu et la tête. Après, à la fin de ça, on peut y aller, quoi. Il ne faut pas avoir peur et on peut vraiment animer un atelier sans problème. D'autant que tous les outils sont fournis. Ça fait partie, je pense, de la force. C'est qu'il y a toute la plateforme en ligne où on peut arriver justement à imprimer toutes les versions personnalisées des questions, des scénarios. Et ça, c'est quelque chose qui est d'une grande aide pour pouvoir reproduire le jeu chez les clients. Top. Merci Jérôme pour ton retour. Donc effectivement, pendant cette formation, vous apprenez à synthétiser un business model avec le Circular Canvas que vous pouvez télécharger librement. Identifier, prioriser les risques, ça c'est hyper important. Mais j'ai envie de dire 80% du travail se fait là. Adapter le Business Resilience Game et l'animer. Acquérir la boîte de jeu, ça c'est ce qui se passe aussi à la fin de la formation. Acquérir on génère tous ces événements aussi sur mesure. Accéder aux ressources qu'on a accumulées depuis quelques temps sur le sujet, donc ça c'est aussi très pratique. Et donc voilà, d'habitude c'est une formation à 950 € hors taxe avec une commission de 12% sur les prestations du BRG. Et en fait, il s'avère que pour cette masterclass, on fait une remise de 150 € sur la formation pour les formations qui auront lieu en 2025. Donc les dates sont sur businessresilience-game.com et sur secclub.com, et je sais qu'il y a une formation en octobre à Nantes et en novembre à Paris. Ça, je viens de vous le dire. Et puis en plus, on offre les tutoriels vidéo pour
3 outils pour les 3 plateaux circulables en plus. Donc voilà, ça c'est l'offre qu'on vous fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? J'en profite aussi peut-être pour relayer le retour d'expérience de Maxime. Je te remercie Maxime pour ton retour d'expérience, c'est très sympa de ta part. En tout cas, voilà. Est-ce que, Angélique, toi, tu as des expériences ou des questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu? Non, parce qu'on a répondu tout à l'heure à Chantal notamment, et puis il y a les... Ok, parfait. Bon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez passer par le chat. Vous pouvez également nous envoyer un mail à Angélique ou à moi. Et puis, je vois qu'on me pose des questions pour des dates. Mais si vous êtes minimum 5 à être motivé sur Bordeaux, bah, on peut venir avec plaisir. Et la formation n'est pas disponible en ligne. Merci Wassim pour la question. En fait, on a besoin que vous jouiez au moins une fois au jeu. Et ce jeu, il y a besoin de permettre aux gens de discuter. Et le fait d'être en monocanal sur une visio, on perd toute l'essence du jeu. Donc c'est ça qui est important vraiment pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'interaction. Et donc je sais que c'est un petit peu problématique pour le développement du business résilience game, que la formation ne se déroule pas en ligne, pardon. Mais en fait, il y a une vraie différence de qualité. Voilà pourquoi on est un petit peu insistant. Est-ce que d'autres dates seront prévues d'ici la fin de l'année? Je ne crois pas. Mais là aussi, même principe, si vous êtes motivé, pourquoi pas, mais là, je vous avoue que le planning va être un petit peu chargé. Je vois une question de Chantal aussi. C'est la fameuse question de tout à l'heure. On va prendre le temps d'y répondre. Ce jeu est inclus dans une prestat de conseil ou peut être proposé et facturé seul, juste en mode prospection, ou faire 6 peurs sur budget, sur le temps d'un package accompagnement. Ok, moi j'aurais tendance à vous dire, et peut-être Jérôme aura des compléments sur ce point de vue, mais pour la première question, en fait c'est une véritable prestation de conseil. On parle de jeu, mais en fait je peux vous assurer que c'est pas une simple opération de prospection, parce qu'en fait il y a beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps d'adaptation du jeu, donc ça ne peut pas être considéré comme une simple opération de prospection. Ou alors vous avez vraiment des prestations qui viennent après qui sont hyper difficiles à vendre. Mais moi j'aurais tendance à vous dire non, travaillons déjà sur le développement du business resilience game, vous avez déjà beaucoup de potentiel. Enfin voilà, je vais peut-être laisser Jérôme apporter des compléments. Moi, je crois que j'ai 2 éléments par rapport à ça. La première, clairement, tu disais une prestation de conseil. Nous, on appelle ça plus atelier stratégique. C'est vraiment comment intégrer ces enjeux de résilience dans la stratégie de l'entreprise. Alors après, clairement, se dire on va vendre une prestation spécifique autour de ça à une entreprise, c'est assez sexy et ça peut le faire. Maintenant, nous, on a plutôt intégré ça dans un parcours d'accompagnement plus large, en rajoutant ça dans le cadre d'un accompagnement de stratégie de durabilité, en disant OK, on va vous amener un petit peu plus loin dans la réflexion et mobiliser tout votre comité de direction autour de ces enjeux de résilience. Et moi, je crois que ça fait sens de pouvoir intégrer ça dans un accompagnement plus large, parce que si on veut pouvoir accompagner l'intégration des mesures, des plans d'action qu'on va avoir définis sur le long terme dans l'entreprise, il faut que ça cadre, comme je le disais tout à l'heure, que ça cadre avec la stratégie d'entreprise de manière assez globale. Donc, si quelqu'un vient vous chercher pour faire juste une prestation atelier de résilience, business resilience game, c'est super. Il faudra juste bien s'assurer que des choses soient mises en place par la suite. Et voilà. Sinon, c'est vraiment un atout à rajouter dans ce qu'on peut proposer à des clients pour pouvoir aller plus loin, pour dérisquer leurs opérations et intégrer justement les risques écosystémiques dans leur manière de fonctionner. Nous, on a fait ça avec des clients qu'on accompagnait par exemple aussi déjà dans le cadre de la CSRD. C'était quelque chose qu'on a plus. On avait déjà travaillé sur leur IRO, impact, risque et opportunité. On leur amène ça en plus avec une vision un peu plus prospective.
Nickel. Et ben, j'ai envie de vous dire surtout à toi, Jérôme, un grand merci pour ton temps et tes retours d'expérience. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez partagées sur le chat. Et puis, merci à toi aussi, Angélique. Très bonne fin de journée à tous. Et puis, à bientôt. Bon après-midi, à bientôt. À bientôt, bon après-midi.